Ma mère m'a mise dehors de son mariage. Mon fiancé ne veut pas de perdant en ce jour. Je suis rentré à la maison en silence. J'ai sorti leurs affaires, j'ai changé les serrures et je leur ai dit. Alors moi, je ne veux pas de parasites dans ma maison. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse, où que tu sois. J'aimerais beaucoup que tu écrives en commentaire depuis quelle ville ou pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Le soleil de 16 heures tapait fort sur l'asphalte du parking de la Hacienda de Los Reyes. Je sentais la chaleur traverser le tissu de mon tailleur vert émeraude, celui qui m'avait coûté presque la moitié de mon salaire et que j'avais choisi avec tellement de soin pour que ma mère soit fière de moi. Mais la brûlure que je sentais sur mon visage n'avait rien à voir avec le climat. C'était un mélange toxique, épais et amer d'humiliation, d'incrédulité et d'une colère si froide qu'elle me faisait trembler des mains comme si j'étais nu au milieu d'une tempête de neige. S'il vous plaît, mademoiselle, ne nous obligez pas à appeler la patrouille, dit un des agents de sécurité. C'était un homme plus âgé avec l'uniforme un peu trop grand et une moustache grisonnante qui lui donnait l'air d'un grand-père fatigué. Ses yeux ne montraient pas de l'agressivité, mais quelque chose de bien pire, de la pitié. Il me regardait comme on regarde un chien écrasé sur le bord de la route. Cette pitié fut ce qui finit de casser quelque chose en moi. Quelque chose qui tenait depuis des années, qui s'étirait comme un vieil élastique jusqu'à finalement se rompre. Ne vous inquiétez pas, ai-je réussi à dire. Ma voix a sonné étrange, lointaine, terriblement calme par rapport au chaos qui se passait dans ma tête. Je m'en vais déjà. Il n'est pas nécessaire d'appeler qui que ce soit. Je me suis retourné. Mes talons dorés crissaient sur le gravier du chemin. Chaque pas résonnait dans mes oreilles comme un tambour de guerre. Crac, crac, crac. Derrière moi, la musique douce des violons commençait à jouer, annonçant le début de la cérémonie. La cérémonie que moi, j'avais payée. Ratée, perdante, vieille fille, aigrie. Les mots que ma propre mère, Sabina, m'avait criés il y a moins de 10 minutes ne s'effaçaient pas. Ils rebondissaient dans mon crâne, frappant mes pensées, me criant des vérités tordues. Ce n'étaient pas de simples insultes lancées sous le coup de la colère. Elles se sentaient comme des peines de mort. C'était la confirmation brutale et absolue que, pour la femme qui m'avait donné la vie, tous mes succès, mes nuits blanches, ma carrière et mes sacrifices ne valaient absolument rien s'ils n'étaient pas accompagnés d'une alliance et d'un homme à mes côtés. Je suis arrivé à mon SUV, un véhicule gris que j'avais acheté l'année dernière avec la prime d'un gros projet. Je suis monté, j'ai fermé la porte et le silence soudain de l'intérieur isolé m'a frappé. La climatisation automatique s'est mise à bourdonner, mais moi je n'arrivais pas à respirer. À travers le pare-brise, je pouvais voir l'entrée de la salle, les arches de pierre coloniale, les plantes grimpantes parfaitement taillées, les fleurs blanches et dorées, des lys et des roses, les préférées de maman, que j'étais allé choisir moi-même au marché de Jamaïca à 5 heures du matin pour qu'elles soient fraîches et moins chères. Même si au final le fleuriste nous avait facturé une fortune. Je voyais arriver les voitures des invités, des gens que je ne connaissais pas, des amis de Bosco, des gens avec des vêtements brillants et des rires faciles. Tous allaient entrer pour manger le banquet que j'avais payé, danser avec la musique que j'avais sponsorisée, célébrer l'amour dans l'endroit que j'avais loué. Et moi, Elara Fuentes, l'architecte, la fille, celle qui pourvoyait, j'étais là dehors, expulsé comme une pestiférée. J'ai posé mon front contre le volant en cuir. J'ai fermé les yeux en attendant les larmes. Je voulais pleurer. Je voulais hurler comme une petite fille à qui on a pris son jouet. Mais rien ne venait. Mes yeux étaient secs, arides comme un désert. Il y a longtemps que j'avais appris, à la dure, que pleurer ne servait à rien avec ma mère. Les larmes ne faisaient que lui donner du pouvoir, la faisaient se sentir victime ou consolatrice, selon ce qui l'arrangeait. À la place, j'ai laissé la mémoire m'emporter. J'avais besoin de comprendre comment j'en étais arrivé là, à quel moment ma vie ordonnée et réussie sur le plan professionnel s'était transformée en cette télénovela bon marché et absurde. Je m'appelle Elara. J'ai 36 ans. Je suis architecte et j'ai mon propre cabinet de design durable à Mexico. Je ne suis pas millionnaire et je ne prétends pas l'être, mais je m'en sors bien. Ça m'a coûté du sang, des cernes, des cheveux blancs prématurés que je tins religieusement et des Noëls passés à travailler devant l'ordinateur. Mais je gagne bien, assez bien pour avoir acheté il y a 2 ans ma propre maison à Coyoacán. Ma maison. Rien que d'y penser, j'ai senti une douleur physique dans la poitrine, comme si quelqu'un m'avait planté un pic à glace. Ma maison n'est pas un manoir, mais elle est à moi.
C'est une vieille construction que j'ai rénovée de mes propres mains. Je me souviens du jour où j'ai signé les titres de propriété. L'odeur de vieux papier et d'encre chez le notaire. La sensation des clés froides dans ma main. J'ai passé des mois à la restaurer. J'ai récupéré les planchers de bois d'origine qui étaient recouverts d'une vieille moquette. J'ai ouvert de grandes fenêtres vers le jardin arrière où j'ai planté des jacarandas et des bougainvilliers pour avoir de l'ombre au printemps. J'ai conçu mon bureau avec une orientation parfaite vers le nord pour avoir une lumière naturelle diffuse, idéale pour dessiner des plans jusqu'à l'aube. Cette maison était mon sanctuaire, c'était ma fierté, c'était la preuve tangible, faite de briques et de mortier, que je n'avais besoin de personne pour me construire une vie digne, que la vieille fille, comme m'appelait dans mon dos mes tantes commères, avait réussi plus de choses que tous leurs enfants mariés et endettés. Ou du moins elle l'était jusqu'il y a 1 an et demi. Je me souviens du jour exact où j'ai invité l'ennemi à entrer. C'était un dimanche pluvieux d'octobre. J'étais allé voir ma mère dans la maison où j'avais grandi, une vieille construction humide dans le quartier d'Octor. Mon père, Dario, était parti il y a 20 ans. Il était parti un mardi soir, fatigué des cris, du drame, de l'éternelle manipulation. Ma mère racontait toujours l'histoire comme l'abandon du lâche, mais moi je me souvenais des détails. Je me souvenais de mon père à la porte avec une petite valise, me regardant avec des yeux rouges d'avoir pleuré en silence. « J'en ai marre de ta toxicité, Patricia », avait-il crié à ma mère. « De ton attitude de victime. Rien n'est jamais assez pour toi. » Avant de partir, il s'est accroupi devant moi. J'avais 16 ans. Il m'a prise par les épaules avec force, presque en me faisant mal. « Lélarita », m'a-t-il dit d'une voix brisée. « Prends soin de ta mère. Tu es forte, tu as la tête bien en place. Elle ne sait pas être seule, ses propres démons la dévorent. Ne la laisse pas tomber, ma fille. Promets-le-moi. » J'ai hoché la tête, muette, avec la peur dans la gorge. Cette promesse est devenue ma malédiction. Cette promesse a été le boulet que j'ai traîné pendant 2 décennies. Ce dimanche-là, il y a 18 mois, je suis entré dans la maison de ma mère et je l'ai trouvée assise sur le canapé en train de regarder la télé avec un parapluie ouvert au milieu du salon. Le toit avait une fuite si grande qu'on aurait dit une cascade, et l'eau tombait régulièrement dans un seau en plastique. Ploc, ploc, ploc. « Maman, pour l'amour de Dieu », lui ai-je dit en lâchant mon sac et en sentant l'odeur d'humidité qui imprégnait les murs. Ce n'est pas une vie, c'est dangereux. L'installation électrique est une catastrophe. Ça sent le brûler quand tu allumes la lumière. Tu dois vendre ça. Le terrain a de la valeur. Sabina m'a regardé avec ses grands yeux pleins de larmes, ses yeux de biche effrayés qu'elle savait toujours utiliser à son avantage. « Vendre », dit-elle en portant une main à sa poitrine. « C'est ici que sont tes souvenirs, Elara. Ici, je t'ai vu faire tes premiers pas. Ici, j'étais heureuse avec ton père avant qu'il nous jette à la poubelle. » J'ai soupiré. C'était toujours la même chose. La carte de l'abandon. La carte de la nostalgie. « Maman, tes souvenirs sont en train de pourrir avec l'humidité. Tu vas finir électrocuté un de ces jours. Viens vivre avec moi. J'ai largement de la place. La maison est grande. J'ai 3 chambres. » Au début, elle a résisté en se posant en martyr. « Oh non, ma fille. Je ne veux pas être un poids. Une vieille, ça dérange dans la maison d'une femme jeune et réussie. Qu'est-ce que les gens vont dire? Que je suis une profiteuse. Tu n'es pas un poids, maman. » J'ai menti. Ou peut-être qu'à ce moment-là ce n'était pas un mensonge, c'était juste de l'espoir. L'espoir d'avoir une relation normale d'adulte à adulte. « Mais tu es ma mère. » Elle a accepté. Et pas seulement accepté, la première semaine elle s'est plainte que la chambre d'amis, même si elle était jolie, était très froide pour ses os et que la fenêtre donnait sur la rue et que le bruit l'empêchait de dormir. Moi, rongé par la culpabilité de la bonne fille, j'ai fait l'impensable. Je lui ai cédé ma chambre principale, la Master Suite, celle que j'avais conçue pour moi, avec la salle de bain privée façon spa et le grand dressing. Moi, je suis allé m'installer dans la chambre d'amis, plus petite, convaincu que c'était la chose correcte à faire. « C'est ma mère », me répétais-je chaque nuit en essayant de ranger mes vêtements dans un placard 2 fois plus petit. Elle a beaucoup souffert. Elle le mérite. Les premiers mois furent supportables. On cuisinait, on regardait des séries. Jusqu'à ce qu'il apparaisse, lui.
Jusqu'à ce que Bosco apparaisse. Bosco. Rien que prononcer son nom dans ma tête me laisse un goût de bile dans la bouche, comme si j'avais mordu une aspirine. Il est apparu de nulle part, comme apparaissent les nuisibles. Ma mère l'a connu dans un cours de guérison quantique et abondance financière, auquel je lui avais payé l'inscription pour qu'elle sorte de la maison et se change les idées. Bosco avait 46 ans, 13 de moins que ma mère, mais il se comportait comme s'il en avait 20 et connaissait tous les secrets de l'univers. Il se faisait appeler life coach et facilitateur de conscience sur Instagram, où il avait un profil plein d'abonnés achetés, des bots arabes. Je m'en suis rendu compte plus tard. Il postait des phrases volées dans des livres de développement personnel avec des photos de lui regardant l'horizon, portant des lunettes de soleil même quand il faisait nuageux, et des hashtags du genre #mentalité millionnaire et #vibration élevée. Au début, il venait seulement dîner. Et Lara, quel plaisir de rencontrer la fameuse architecte, m'a-t-il dit la première fois qu'il est entré chez moi. Il m'a scanné de haut en bas avec un regard qui ne m'a pas plu du tout. C'était un regard d'évaluation, comme quelqu'un qui estime une propriété ou un cheval. Tu as bon goût, hein? On voit qu'il y a du budget ici. L'énergie circule bien, même si je sens un blocage dans le coin sud-est. Je travaille dur, Bosco, lui ai-je répondu sèchement en serrant sa main, étonnamment moite. Bien sûr, bien sûr. L'énergie de l'argent, il faut la faire circuler. Le travail dur, c'est un vieux paradigme. Et Lara, maintenant il s'agit de manifester. Il n'a pas fallu longtemps pour que ces visites deviennent quotidiennes. Et puis un soir, je suis rentré du bureau à 21h, morte de fatigue après avoir géré des entrepreneurs et des permis municipaux, et j'ai trouvé une valise imitation Louis Vuitton dans le couloir. Maman, ai-je appelé en sentant un nœud dans mon estomac. Sabina est sortie de la cuisine avec un petit sourire nerveux, en s'essuyant les mains sur un torchon. Ma fille, comme je suis contente que tu arrives. Bosco, eh bien, il traverse une transition énergétique compliquée. L'univers lui a demandé de quitter son appartement actuel pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus aligné avec sa vibration. Et ça veut dire quoi en espagnol, maman, ai-je demandé en sentant les muscles de mon cou se tendre. Qu'on l'a viré de sa chambre sur le toit parce qu'il ne payait pas le loyer, ai-je pensé, mais elle a dit. Il va rester quelques jours. Ne sois pas dur. C'est mon compagnon. Où veux-tu qu'il aille? À la rue? C'est ma maison, maman. Tu aurais dû me demander. Ce n'est pas un hôtel. Je pensais que tu comprendrais, s'est-elle exclamée, et ses yeux se sont remplis de larmes instantanément, un mécanisme de défense automatique. Je trouve enfin quelqu'un qui m'aime, qui me valorise, qui me voit comme une femme et pas comme une servante. Et toi, tu réagis avec ce plan égoïste. Tu es exactement comme ton père, froide et calculatrice. Je me suis tue comme toujours. Comme ton père. C'était son arme nucléaire. Et moi, bêtement, j'ai laissé l'ennemi camper dans mon salon. La cohabitation avec Bosco n'a pas été difficile, ça a été un enfer sur mesure. Ce n'était pas seulement qu'il était un profiteur, un parasite de manuel. Ça, je pouvais encore le supporter si au moins il avait été respectueux ou invisible. Mais Bosco était un type spécial de parasite, un de ceux qui se croient supérieurs à l'autre qui les nourrit. Ma routine sacrée a volé en éclats. Je suis une personne du matin. Je me lève à 5h30, je fais du yoga, je bois un café et je révise des plans avant d'aller sur le chantier. Mais depuis que Bosco s'était installé, mes matins étaient devenus un parcours d'obstacles. Je descendais à la cuisine et je le trouvais endormi sur mon canapé en cuir italien, celui qui m'avait coûté 3 mois d'économie stricte, en train de ronfler la bouche ouverte, la télé allumée sur une chaîne de clips musicaux. L'odeur était le pire. Un mélange de lotion bon marché, de patchouli rance, de musc et de désespoir, de sueur d'homme adulté de restes de nourriture de la nuit précédente. Un mardi matin, je me souviens très bien, je suis entré dans la cuisine et j'ai marché sur quelque chose de collant. J'ai regardé le sol, c'était du soda renversé déjà séché. Sur le plan de travail en granit impeccable, il y avait des cartons de pizza ouverts, des os de aile de poulet, des miettes partout, et ma cafetière, ma précieuse cafetière expresso italienne en acier inoxydable. Elle était sale, avec du lait collé et brûlé sur le mousseur. Même. L'ai-je murmuré en essayant de nettoyer le désastre avant d'aller au bureau. Bosco bougea sur le canapé, ouvrit un œil tout collé et me regarda. Chut. Baisse le volume, et Larita,
j'ai une migraine spirituelle terrible. Hier soir, on a canalisé beaucoup d'énergie avec ta mère. On a travaillé sur nos chakras jusqu'à tard. Nettoie ça, Bosco, lui ai-je dit en montrant la cuisine du doigt, qui tremblait. S'il te plaît, arrête d'utiliser ma cafetière si tu ne la laves pas. Je ne suis pas ta servante. Il a lâché un petit rire moqueur, s'est étiré en se grattant le ventre poilu sous son marcel taché. Oh, et Lara, comme tu es matérialiste. Ma cafetière, mon canapé, ma maison, tout est à moi, moi. C'est pour ça que tu es seul, tu sais? Tu bloques le flux de l'amour avec autant d'attachement aux choses physiques. Tu es très lourde. J'ai senti le sang me monter à la tête, chaud et rapide. Je suis seul parce que je choisis de l'être et parce que je travaille 14 heures par jour pour payer l'hypothèque de ce toit qui te couvre, Bosco. Des excuses, a-t-il dit en se replaçant pour dormir, en me tournant le dos. La vérité, c'est que nous, les hommes, on n'aime pas les femmes si masculines, si agressives. Tu devrais apprendre de Sabina. Elle, c'est pure féminité, pure douceur. Elle sait comment traiter un homme. Je suis parti au travail en tremblant de rage, frappant le volant à chaque feu rouge. Mais ce n'était pas ça le pire. Le pire, c'était de voir comment ma mère se transformait sous mes yeux. Sabina, qui se plaignait toujours de ne pas avoir d'argent pour ses médicaments pour la tension ou pour les courses, avait soudain de l'argent, mais pas pour la maison. Elle avait de l'argent pour acheter des chemises neuves à Bosco, l'inviter à manger des fruits de mer le week-end, lui acheter des compléments énergétiques hors de prix, qui n'étaient rien d'autre que des vitamines glorifiées. Maman, je t'ai donné 5000 pesos pour l'entretien de la voiture et ta consultation chez le cardiologue, lui ai-je reproché un jour en voyant que le frigo était presque vide. Il n'y avait que de la lumière et un citron sec, mais Bosco portait des baskets Nike toutes neuves. Oh ma fille, l'argent va et vient. Tu es trop attachée. Bosco avait besoin de chaussures adaptées pour ses marches de méditation. Il avait mal aux pieds. En plus, il me fait me sentir jeune. Il prend soin de moi. Il te maintient avec mon argent. Maman, ce n'est pas prendre soin de toi, c'est exploiter. Ne sois pas envieuse, m'a-t-elle crié, et pour la première fois j'ai vu un éclat sombre dans ses yeux. Ce n'était pas seulement de la défense, c'était du triomphe. Elle semblait prendre plaisir à me frotter son bonheur au visage. Toi, tu as ta carrière et tes plans et tes prix d'architecture. Laisse-moi avoir ça. Au moins, moi j'ai quelqu'un qui me réchauffe le lit. Toi, tu n'as que ton orgueil et tes murs froids. Cette phrase s'est plantée en moi comme une écharde infectée. Tu n'as que ton orgueil. La tension à la maison est devenue insupportable, lourde comme du smog. Bosco a commencé à envahir mes espaces personnels avec une totale impunité. Un dimanche soir, j'étais dans la salle à manger que j'avais transformée en poste de travail temporaire. J'avais 3 ordinateurs portables ouverts, des plans étalés sur la table en bois, des échantillons de carrelage et des catalogues. J'essayais de finir un appel d'offres pour un centre communautaire écologique, un projet qui allait sauver mon année fiscale. J'étais stressé, les cheveux attachés en chignon mal fait, sans maquillage et avec des cernes jusqu'au sol. Bosco est entré dans la cuisine, a sorti une bière de MON Frigo, une bière artisanale importée que je gardais pour célébrer si je gagnais le projet, et s'est adossé au chambranle de la porte, me regardant avec ce sourire moqueur qui me donnait envie de le frapper avec une règle T. Encore un dimanche soir toute seule, belle sœur. Quelle tristesse. Je travaille, Bosco. Quelque chose que tu devrais essayer un jour. Moi, je travaille sur des plans supérieurs, ma reine. Je travaille dans l'esprit, je crée la réalité. Mais sérieux, regarde-toi. 36 ans. Ton riz est en train de brûler, et Lara. Mes amis disent que tu es jolie, tu sais, pour une avocate ou je ne sais quoi, mais que tu as une tête qui donne l'impression que tu mords. Je suis architecte. Peu importe. Le point, c'est que tu vas finir à habiller les seins. Une vieille fille aigrie avec une belle maison mais vide. À quoi ça te sert tout ça? Il a fait un geste qui englobait mon salon, mes meubles, ma vie, si tu n'as pas un homme pour en profiter. Une femme sans homme, c'est comme un jardin sans eau. Ça sèche. J'ai regardé ma mère, qui était assise dans le fauteuil en train de lire un magazine People, faisant semblant de ne pas écouter. J'ai attendu. J'ai attendu, le cœur serré, qu'elle dise quelque chose, qu'elle me défende, qu'elle dise. Ne parle pas comme ça à ma fille, elle est brillante, c'est elle qui nous fait vivre.
Mais Sabina a juste laissé échapper un petit rire nerveux. Oh, Bosco, ne sois pas méchant. Tu sais bien qu'Elara est spéciale. Elle n'a pas besoin d'hommes, dit-elle. Elle est très moderne, très féministe. Laisse-la avec ses petits dessins. Ce petit rire a été une trahison plus douloureuse que n'importe quelle insulte. Ma mère, la femme pour qui je me tuais au travail, prenait plaisir à me voir humilié par ce clown. Dans sa tête tordue, le fait qu'elle ait un compagnon et pas moi la plaçait au-dessus de moi dans la hiérarchie de la vie. C'était sa petite victoire contre la fille qui payait les factures, mais qui n'arrivait pas à garder un homme. Je me suis retenu. Je me suis mordu la langue jusqu'à presque saigner, sentant le goût métallique dans ma bouche. Je me suis dit à moi-même que c'était temporaire, que Bosco se lasserait ou que ma mère ouvrirait les yeux. Comme je me trompais. Un mois plus tard, la bombe a explosé pendant le dîner, un dîner que, bien sûr, j'avais acheté et préparé. On va se marier, a annoncé Sabina tout d'un coup, la bouche pleine de spaghettis, en levant la main gauche. À son annulaire brillait une bague. Enfin, brillait, façon de parler. C'était une bague avec une pierre minuscule, opaque, que je suis sûr qu'ils avaient achetée dans un magasin de prêt-à-porter ou sur un marché aux puces. Mais elle la regardait comme si c'était le diamant Hope. J'ai failli recracher l'eau que je buvais. J'ai toussé, m'étouffant presque. Quoi, ai-je demandé quand j'ai repris mon souffle. Maman, c'est une blague? Non, ce n'est pas une blague, a dit Bosco en se servant plus de vin. De MON 20. L'amour n'attend pas, et la Rita, quand tu sais, tu sais. Maman, j'ai ignoré Bosco et je me suis adressé à elle. Vous êtes ensemble depuis moins d'1 an. Bosco n'a pas de travail stable, il n'a pas de maison, il vit ici gratis. Comment vous pensez vous marier? De quoi vous allez vivre? Il va se marier avec moi? Non, avec ton compte en banque, a hurlé ma mère en frappant la table avec la paume de la main. Comme tu es matérialiste. Je suis amoureuse. Bosco m'a redonné l'envie de vivre. Maman, c'est de la folie. Il t'utilise. C'est évident. Il vit ici, il mange ma nourriture, il utilise mon internet pour regarder des vidéos toute la journée. Ça suffit. Sabina s'est levée de sa chaise avec une rapidité que je ne lui connaissais pas. Avant que je puisse réagir, sa main a traversé l'air et a atterri sur ma joue avec un bruit sec et fort. Plaf. La salle à manger est restée dans un silence absolu. Mon visage a brûlé comme si on m'avait posé un fer à repasser dessus. Je suis resté paralysé en touchant ma joue, sentant la peau gonfler sous mes doigts. Je n'y croyais pas. Ma mère ne m'avait pas frappé depuis que j'étais enfant. Comment tu oses, a-t-elle crié avec les yeux écarquillés. Cet argent dont tu dis qu'il est à toi, tu me le donnes à moi. Il est à moi parce que je suis ta mère, et c'est moi qui décide avec qui je le partage. Elle respirait difficilement, sa poitrine montait et descendait. On va se marier, et Lara, que ça te plaise ou non. Et j'espérais qu'en tant que fille unique, tu serais heureuse pour moi, mais je vois que la jalousie te ronge. Tu ne supportes pas de voir ta mère heureuse parce que toi, tu es une misérable qui ne sait retenir personne. Ton père t'a laissé, tes copains te quittent et maintenant tu veux que moi aussi je reste seul comme toi. Je me suis levé de table lentement. Je n'ai pas dit un mot. J'ai senti que si j'ouvrais la bouche, j'allais vomir ou crier jusqu'à briser les vitres. Je me suis retourné et je me suis enfermé dans ma chambre, la petite, celle d'Amy. J'ai mis le verrou, je me suis laissé glisser contre la porte jusqu'au sol et j'ai pleuré de rage. J'ai pleuré pour la fille de 16 ans qui avait promis de prendre soin de cette femme. Mais cette nuit-là, dans le noir, quelque chose a commencé à se durcir en moi, comme le ciment quand il sèche. Le silence dans la maison a duré 1 semaine. Une guerre froide domestique. Je sortais avant qu'ils se réveillent et je rentrais quand ils étaient déjà en train de regarder la télé dans ma chambre principale. On s'évitait dans les couloirs. Si on se croisait dans la cuisine, on détournait le regard. Mais je savais qu'ils reviendraient. Les parasites reviennent toujours quand ils ont faim. Leur dignité vaut très peu. Un mardi soir, 1 semaine après l'incident, Sabina a frappé à la porte de ma chambre. Elle a frappé doucement, avec ce rythme timide qu'elle utilisait quand elle savait qu'elle avait mal agi mais ne voulait pas vraiment l'admettre. Elle est entrée avec cette attitude soumise, de chien grondé. « Hé Larita, ma fille, on peut parler ?» J'étais assise sur mon lit en train de vérifier des mails sur mon ordinateur portable. Je n'ai pas levé les yeux de l'écran.
Dis-moi. Je sais que les choses ont dégénéré l'autre jour. J'étais nerveuse. Les hormones, tu sais, la ménopause, l'émotion du mariage, le stress. Je n'aurais pas dû te frapper. Ce n'était pas de vraies excuses, c'était une justification, mais je l'ai laissé passer. Qu'est-ce que tu veux, maman? Elle s'est assise au bord du lit, envahissant mon espace, et m'a pris la main. Sa main était froide. Je l'ai retirée doucement, comme on retire sa main d'un animal qui pourrait mordre. C'est à propos du mariage. Bosco et moi, on a cherché des endroits. On veut quelque chose de digne, quelque chose qui montre que notre amour est réel, pas juste un jeu. Et on a trouvé l'endroit parfait, la Hacienda de Los Reyes. Je connaissais l'endroit. C'était une des salles les plus exclusives du sud de la ville. Élégante, historique et très chère. C'est un bel endroit, ai-je dit d'une voix neutre. Oui, il est magnifique. Ils ont des jardins, ah, ma fille, tu les adorerais. Mais bon, nos économies sont un peu limitées en ce moment. Bosco a investi presque tout ce qu'il avait dans un business de crypto-monnaie qui va décoller bientôt, c'est sûr. Mais pour l'instant, on manque de liquidité. J'ai fait une grimace. Un manque de liquidité, le mot préféré des fauchés. Et la salle coûte 80 000 pesos, a-t-elle lâché d'un coup. Et le banquet pour 100 personnes avec le service, les serveurs et le droit de bouchon, c'est 70 000 de plus, sans compter la musique, les fleurs, l'officier d'état civil. J'ai fait le calcul rapide dans ma tête. 150 000 pesos juste pour commencer. C'était l'équivalent de plusieurs mois de mon travail. C'était l'argent que j'économisais pour changer de camionnette ou pour investir dans le cabinet. Maman, c'est énormément d'argent. C'est de la folie. Je sais, je sais. Mais, ma fille. Et là, elle a sorti un jeu d'actrice digne d'un Oscar. Elle s'est laissée tomber au sol, littéralement, et s'est agenouillée sur le tapis à mes pieds. Elle a attrapé mes jambes avec force. S'il te plaît, Elara, tu es ma seule famille. Ton père n'est plus là pour me conduire à l'hôtel. Il m'a laissé seul, jeté comme une ordure. Tu es tout ce que j'ai. Si tu ne m'aides pas, je devrais me marier au registre civil comme une moins que rien, dans un bureau gris et triste. C'est ça que tu veux pour ta mère? Après tout ce que j'ai souffert, après t'avoir donné la vie. J'ai baissé les yeux. J'ai regardé cette femme, ma mère, avec ses cheveux teints en blond cendré, agenouillée, en train de pleurer pour une fête qu'elle ne pouvait pas payer, pour se marier avec un homme qui ne l'aimait pas, qui ne voulait que son toit. J'ai ressenti du dégoût, un dégoût profond et viscéral, mais j'ai aussi ressenti cette vieille et lourde culpabilité, cette griffe rouillée qui me serrait le cœur. La voix de mon père a résonné dans ma tête, prends soin d'elle. Ne la laisse pas tomber. Si je payais ça, ai-je pensé, peut-être qu'il partirait. Peut-être qu'après le mariage, Bosco décollerait avec ses business imaginaires et qu'il me laisserait tranquille. Peut-être que c'était le prix de ma liberté. Ou peut-être que je voulais juste qu'elle arrête de pleurer et qu'elle sorte de ma chambre. J'étais tellement fatigué, tellement incroyablement fatigué d'être l'adulte. D'accord, ai-je dit d'une voix rauque et vaincue. Je paierai la salle et le banquet. 150 000 pesos. Mais c'est tout, maman. Écoute-moi bien. Pas un peso de plus. Pas de robe, pas de lune de miel, pas de musique, pas de photographe, juste l'endroit et la nourriture. C'est mon cadeau de mariage et mon cadeau d'adieu. Sabina s'est levée d'un bond avec une agilité surprenante. Les larmes ont disparu comme par magie, comme si elle avait fermé un robinet. Merci, mon amour. Je savais que tu avais un bon cœur. Tu es la meilleure fille du monde. Merci, merci. Elle m'a embrassé le front, mouillé, et a couru dans le couloir. Bosco, Bosco. Elle a dit oui. Depuis mon lit, j'ai entendu la voix de Bosco. Il ne chuchotait pas. Il voulait que je l'entende. Il était dans le salon, probablement avec une bière à la main. Je savais que tu allais être raisonnable, belle-sœur, a-t-il crié avec cette voix pâteuse. Après tout, qu'est-ce que tu vas faire d'autant de fric? Tu n'as pas d'enfant à nourrir ni de mari pour te le dépenser en lingerie. Au moins, ça sert à quelque chose d'utile et ça rend ta mère heureuse. Allez, lâche le portefeuille, c'est pour ça que tu travailles. J'ai serré les poings jusqu'à ce que mes ongles s'enfoncent dans mes paumes, laissant des marques en forme de demi-lune. Tiens bon, me suis-je dit en fermant les yeux.
Le jour du mariage sera la fin de cette étape. Après ça, je mettrai des limites. J'ai fait le virement 3 jours plus tard. Je suis allé en personne à la hacienda pour signer le contrat, tout à mon nom, et Lara Fuentes. Je me suis assuré que chaque centime soit enregistré, chaque clause vérifiée. J'ai choisi le menu, poulet cordon bleu, crème de maïs, gâteau 3 laits. J'ai choisi les fleurs. Je me suis comporté comme la fille parfaite, la planificatrice efficace. La semaine avant le mariage, la maison est devenue un chaos de préparatifs. Sabina était euphorique, essayant des voiles devant le miroir. Bosco était insupportable, se pavanant comme s'il était le roi du monde, donnant des ordres dans mon dos. Et Lara, m'a-t-il dit 2 jours avant le mariage, pendant qu'il essayait un costume gris brillant que ma mère lui avait acheté avec je ne sais quel argent. Assure-toi de ne pas venir habiller trop, tu vois, trop au bureau au mariage. Essaie d'être un peu plus joyeuse, plus féminine. On ne veut pas de mauvaises ondes. Mets du rouge à lèvres, laisse tes cheveux détachés. Je vais m'habiller comme je veux, Bosco, lui ai-je répondu sans le regarder. Oh bon, je dis ça comme ça, hein, c'est mon jour spécial et celui de ta mère. On veut des gens beaux, une énergie positive, des vibrations élevées. Pas des amertumes de vieille fille. Si j'avais su ce que ces mots signifiaient vraiment, si j'avais su ce qu'ils avaient prévu, j'aurais brûlé l'argent sur place. J'aurais mis le feu aux billets un par un devant leur face. Le samedi est arrivé. Le jour J. Je me suis levé tôt, pas parce que je devais aider, ma mère avait engagé des maquilleuses et des coiffeurs professionnels avec de l'argent qu'elle avait sûrement tiré en mettant au clou le blender et le micro-ondes qui avaient mystérieusement disparu la semaine précédente, mais parce que je voulais sortir de la maison avant eux. J'avais besoin d'espace. L'air de la maison était chargé, saturé d'une électricité statique qui me dressait les poils sur la peau. Je suis allé dans un spa, je me suis fait masser, faire un soin du visage. J'ai essayé de me détendre, de me convaincre qu'aujourd'hui était un jour heureux. À 16h, j'ai mis mon tailleur vert émeraude. J'ai relevé mes cheveux dans une coiffure élégante mais sobre. J'ai mis des talons dorés et mes boucles d'oreilles en perles. Je me suis regardé dans le miroir du vestiaire du spa. J'avais l'air puissante. J'avais l'air de la femme qui avait payé la fête, de la jeune matriarche d'une famille dysfonctionnelle. J'ai conduit jusqu'à la hacienda. Je suis arrivé à 16h45. La cérémonie commençait à 17h30. Je voulais arriver avant pour superviser que tout allait bien avec le banquet, vérifier que le vin était à la bonne température et que les fleurs n'avaient pas fané avec la chaleur. J'ai marché vers l'entrée principale en sentant le craquement satisfaisant du gravier sous mes talons. La musique douce jouait déjà. Il y avait une table de réception à l'entrée sous un arc de fleurs avec une jeune fille habillée en noir, tenant une liste avec un clip doré. Bonjour, ai-je dit avec mon meilleur sourire professionnel, celui que j'utilise avec les clients difficiles. Je suis Lara Fuentes, la fille de la mariée. Je viens vérifier les arrangements avant que la majorité des invités arrivent. La fille, dont le badge disait « Gemma », m'a rendu le sourire de façon automatique, a baissé les yeux vers sa liste et son expression a changé radicalement. Elle a froncé les sourcils, a fait glisser son doigt plusieurs fois sur la feuille, de haut en bas. « Et Lara Fuentes » a-t-elle demandé d'une voix hésitante. « Oui, Fuentes, F-U-N-T-E-S. »« Mademoiselle, c'est très gênant, mais... » Gemma s'est mordu la lèvre. « Votre nom n'apparaît pas sur la liste des invités. » J'ai laissé échapper un petit rire incrédule, un éclat sec. Ça doit être une erreur d'impression. Je ne suis pas une invitée comme les autres. Je suis la fille de la mariée, en fait, je suis la titulaire du contrat de l'événement. C'est moi qui ai tout payé. Gemma a rougi jusqu'à la racine des cheveux. Elle a levé sa radio d'une main tremblante. Ursula, tu peux venir à l'entrée principale s'il te plaît? On a un souci avec Mademoiselle Fuentes. Code rouge. 1 minute plus tard est arrivée Ursula, la coordinatrice de mariage, une femme plus âgée, élégante, avec un visage d'angoisse professionnelle. Je la connaissais bien. Je m'étais assise des heures avec elle pour planifier le menu et j'avais signé les chèques devant elle. Mademoiselle Lara, a dit Ursula en s'approchant vite et en baissant la voix pour que les autres invités qui arrivaient n'entendent pas. Quelle honte, je ne sais pas comment vous dire ça. Ursula, qu'est-ce qui se passe? Cette jeune femme dit que je ne suis pas sur la liste. C'est absurde. Ursula a avalé sa salive, visiblement mal à l'aise. Mademoiselle,
j'ai reçu ce matin des instructions spécifiques, très strictes. Votre nom a été retiré de la liste d'accès et de la table d'honneur. Votre place a été annulée. J'ai senti un froid glacial dans l'estomac, comme si j'avais avalé un bloc de glace entier. Des instructions de qui, ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Le du marié, Monsieur Bosco, est confirmé verbalement par la mariée, votre mère. C'est ridicule, ai-je élevé la voix en oubliant toute retenue. Je veux voir ma mère tout de suite. Ils sont en séance photo dans le jardin latéral avant la cérémonie, mais... Je ne l'ai pas laissé finir. J'ai poussé Gemma d'un geste brusque du bras et j'ai marché, presque couru, vers le jardin latéral. Mes talons s'enfonçaient dans l'herbe, les habillements, mais je m'en fichais. Mon cœur battait si fort que j'avais mal à la poitrine, ça tambourinait dans mes oreilles. Là-bas était Sabina, avec une robe blanche bouffante type princesse qui ne l'avantageait pas du tout et la faisait ressembler à un gâteau mal décoré, et Bosco avec son costume gris brillant et un sourire satisfait qui lui fendait le visage. Il posait sous un arc de fleurs, enlacé, simulant un amour de film. Ils avaient l'air heureux, ridiculement, insultantement heureux. « Maman » ai-je crié. Ma voix est sortie rauque, pleine d'adrénaline. Le photographe a baissé son appareil, surpris. Sabina s'est tournée. Son sourire de mariée radieuse a disparu instantanément, remplacé par une grimace de contrariété, comme si elle avait vu une tache sur sa robe. Bosco m'a regardé avec un mépris pur, sans un gramme de surprise. Il m'attendait. « Lara, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Sabina d'une voix fatiguée, comme si elle m'avait trouvé dans sa salle de bain et non à son mariage. « Mais tu es en train de faire une scène. »« Comment ça, qu'est-ce que je fais ici ?» ai-je répété, incrédule. « Je suis ta fille. Et on me dit à l'entrée que je ne peux pas passer, qu'on m'a effacé de la liste. » Bosco a fait un pas en avant, se plaçant protecteur entre ma mère et moi, comme si j'étais une menace. « Lara, arrête ton drama. On t'a dit qu'on voulait un mariage tranquille. »« Tranquille ?» Je me suis mise à rire. Un rire hystérique, à la limite des larmes. « J'ai payé 150 000 pesos pour cet endroit, Bosco. C'est moi qui ai payé l'herbe sur laquelle tu marches. Vous avez du culot de m'effacer de la liste de la fête que j'ai financée. » Sabina a soupiré, en arrangeant son voile d'un geste frivole. « Lara, comprends. Bosco et moi, on en a parlé hier soir. Tu as une énergie très lourde. Tu juges toujours avec cette tête de supériorité, toujours à regarder l'heure, le téléphone. Tu ne profites jamais. C'est moi qui juge. Maman, je t'ai tout donné. Je t'ai donné ma maison, mon argent, ma vie. » Le matériel, oui, a interrompu Bosco en souriant méchamment, savourant chaque seconde de ma douleur. Mais spirituellement, tu es un trou noir, belle sœur. Et honnêtement, on en a parlé et on a décidé qu'on ne veut pas de rater à notre mariage. Le monde s'est arrêté. Les oiseaux ont cessé de chanter. L'air s'est figé. « Qu'est-ce que tu as dit ?» ai-je murmuré. « Ce que tu as entendu. » Bosco s'est approché un peu plus, envahissant mon espace personnel, sentant l'alcool et les bonbons à la menthe. « Regarde-toi, 36 ans, seul, personne ne t'aime. Tu es une vieille fille, et Lara, une ratée dans la vie. Le succès, ce n'est pas d'avoir une maison ou de l'argent, ça, n'importe qui avec un peu de chance peut l'avoir. Le succès, c'est d'avoir de l'amour, et toi, tu n'as rien. Tu fais pitié. Et mes amis, des gens importants qui viennent aujourd'hui, n'ont pas besoin de voir la fille aigrie et seule dans un coin en train de tout critiquer. Tu ruines l'esthétique, tu ruines la vibe. J'ai regardé ma mère, j'ai attendu, j'ai supplié du regard, avec mon âme, qu'elle lui mette une claque, qu'elle dise. Ne lui parle pas comme ça, c'est ma fille. C'est grâce à elle que tout ça existe. J'ai cherché un reste de la mère qui m'avait élevé, de la femme qui un jour m'avait défendu des monstres sous mon lit. Mais Sabina m'a regardé droit dans les yeux, et ce que j'y ai vu m'a brisé plus que n'importe quelle parole. J'y ai vu de l'indifférence, du froid. J'ai vu qu'elle était d'accord. Bosco a raison, ma fille, dit Sabina froidement en lissant sa jupe. Mais tu en as fait assez en payant. On t'en remercie beaucoup, vraiment. Ça a été un très beau cadeau. Mais maintenant, s'il te plaît, va-t'en. Ne nous fais pas honte. Non. C'est mon jour.
Tu es en train de me foutre dehors, ai-je murmuré d'une voix brisée, sentant mon cœur se fendre en deux. Après que j'ai tout payé, tu me mets dehors parce que je suis célibataire? Parce que je n'ai pas d'homme. Je te demande de partir parce que tu n'as pas ta place ici, a dit Sabina en se tournant vers le photographe. La sécurité, a-t-elle crié. 2 agents sont apparus derrière moi presque instantanément. Mademoiselle, s'il vous plaît, a dit l'un d'eux en me prenant fermement par le bras. Ne me touchez pas. Je me suis dégagé d'un coup sec. J'ai regardé ma mère une dernière fois. Elle souriait déjà à la caméra, enlacée à son parasite, posant comme si de rien n'était. Elle ne m'a même pas regardé pendant qu'on me sortait à coups d'épaule du jardin. Va-t'en, et Lara, a-t-elle crié sans se retourner. Léa ne revient pas tant que tu n'auras pas changé cette attitude négative. Je me suis dirigé vers le parking. La bonne fille est morte sur ce bout d'herbe. Lara qui voulait faire plaisir à sa mère, qui cherchait sa validation, qui payait les factures pour acheter de l'amour, est restée là, écrasée avec les fleurs. Je suis monté dans mon SUV. Mes mains tremblaient, mais pas de tristesse. Elles tremblaient de rage. Une rage pure, cristalline, volcanique, une rage qui me clarifiait l'esprit. Il voulait que je parte, il voulait que je disparaisse parce que j'étais une ratée qui ne servait qu'à signer des chèques. Il voulait mon argent, mais pas ma présence. Ah, très bien, ai-je dit à haute voix dans la voiture, en regardant mes yeux furieux dans le rétroviseur. Ils ne veulent pas de mon énergie? Eh bien, ils n'auront pas ma maison non plus. J'ai démarré le moteur. Le rugissement de la voiture a sonné comme un cri de guerre. Le trajet de 30 minutes jusqu'à Coyoacán a été un flou de vitesse et de calcul. Mon esprit tournait à 1000 à l'heure, dessinant la démolition la plus parfaite et la plus impitoyable de ma vie d'avant. Je suis arrivé chez moi. Ma maison. Ces 2 mots n'avaient jamais sonné aussi puissants. J'ai garé la voiture en travers de l'entrée, bloquant l'accès comme une barricade. Je suis entré en courant, mais sans panique, avec un but militaire. Je suis allé directement à la cuisine, j'ai ouvert le meuble des produits ménagers et j'ai sorti un rouleau neuf de grands sacs poubelles industriels, ceux en plastique noir, épais, énormes, qu'on utilise pour sortir des gravats de chantier ou des cadavres dans les films. Je suis monté les escaliers 2 par 2. Ma respiration était rapide, mais mes mouvements étaient précis. Je suis entré dans la chambre principale. L'odeur de Bosco m'a frappé. Ce mélange de renfermé, de sueur rance et de patchouli bon marché. J'ai vu le lit défait, les draps en boule. J'ai vu les vêtements de ma mère par terre, sa serviette mouillée sur mon fauteuil de lecture. J'ai commencé. Je n'ai rien plié. Je n'ai pris aucun soin. J'ai ouvert le premier sac d'un geste sec et j'ai balayé de mon bras tout ce qu'il y avait sur la coiffeuse de ma mère. Ces crèmes chères que j'avais payées, ces flacons de parfum, ces brosses pleines de cheveux teints, ces bijoux fantaisie. Tout est tombé au fond du sac dans un fracas satisfaisant. J'ai entendu le verre d'un parfum se briser. L'odeur de rose bon marché a rempli l'air. Je m'en fichais. J'ai ouvert le placard. J'ai attrapé les cintres par poignées, les robes de Sabina, ses manteaux, ses chemisiers en soie, je les ai arrachés de la tringle avec rage et je les ai fourrés dans les sacs, cintres compris. J'entendais parfois le tissu se déchirer. Parfait. Puis je suis passé du côté de Bosco, ses costumes en polyester qui brillaient à la lumière, ses chemises horribles avec des imprimés de chêne et de tigre. J'ai trouvé une boîte à chaussures sous le lit. Je l'ai ouverte du pied. Elle était pleine de vieux magazines porno, à ma grande surprise, mais pas tant que ça. Un petit flacon avec de l'herbe sèche et une pipe en verre sale. De la marijuana. Le grand coach spirituel et ses vices cachés. J'ai tout balancé dans le sac. La drogue, le porno, l'hypocrisie. J'ai trouvé encore quelque chose dans le tiroir de la table de nuit de ma mère. Une chemise en plastique bleu. Je l'ai ouverte. C'étaient les reçus du mariage, elle les gardait, et à côté une vieille photo, une photo en noir et blanc de mon père me tenant dans ses bras quand j'étais bébé. Je souriais en attrapant son doigt, mais la photo était déchirée en 2, il ne restait que moi. La moitié où se trouvait mon père avait été arrachée et jetée. J'ai senti une larme chaude couler sur ma joue. Elle avait effacé mon père même des souvenirs. J'ai froissé la photo et je l'ai jetée à la poubelle. Adieu, ai-je pensé. Ensuite, j'ai froissé les reçus, tout dans le sac. Ça m'a pris 2 heures et demie de travail physique intense. Je transpirais dans mon tailleur,
mais je ne me suis pas arrêté. J'ai vidé la salle de bain, jetant ses rasoirs, ses savons, ses serviettes sales. J'ai vidé le placard jusqu'à ce qu'il ne reste que des cintres vides qui tintaient. J'ai vidé les tiroirs. Je n'ai laissé ni brosse à dents ni chaussettes orphelines. Je suis même descendu au salon et j'ai décroché la photo encadrée de Bosco qu'ils avaient posée sur la cheminée, à la place d'une de mes maquettes. J'ai brisé la vitre sur le bord de la poubelle et j'ai jeté la photo. Au final, j'avais 18 grands sacs noirs énormes, gonflés, déformés, et 4 valises qui étaient déjà les leurs et que j'ai remplies de chaussures et de choses lourdes. Je les ai traînés un par un dans les escaliers, en les faisant dévaler marche par marche. Boum, boum, boum. Le bruit du plastique lourd sur le bois était de la musique à mes oreilles. J'ai ouvert la porte d'entrée, je les ai sortis dans le jardin de devant. Je ne les ai pas mis sous l'auvent. Je ne les ai pas laissés sur l'herbe près du trottoir. Je les ai alignés en tas, près du trottoir, exposés. On aurait dit une décharge sauvage. Ça avait l'air horrible. Ça avait l'air parfait. À 19h30, le soleil déjà couché et la nuit tombant, j'ai sorti mon téléphone et j'ai tapé sur Google, serrurier 24 heures urgence Coyoacán. J'ai appelé le premier numéro. Vous pouvez venir en combien de temps? C'est une urgence de sécurité. Un jeune est arrivé en moto 20 minutes plus tard. Il portait un gilet à outils et avait une tête fatiguée. Bonsoir, mademoiselle. C'est quoi l'urgence? Vous avez perdu vos clés, non? Pas exactement, ai-je dit en le regardant dans les yeux. J'ai besoin de changer toutes les serrures de la maison tout de suite. Porte principale, porte de service, et j'ai besoin de reprogrammer le portail électrique du garage pour que les anciennes télécommandes ne marchent plus. Je veux des cylindres de haute sécurité, les plus chers que vous avez. Le gars a regardé la montagne de sacs poubelles dans le jardin. Il a regardé mon tailleur froissé, mon maquillage coulé et mes yeux qui devaient paraître un peu fous. Problème de couple, hein, a-t-il dit avec une petite moue de solidarité masculine. Ça m'arrive souvent le samedi soir. Problème de nuisible, ai-je corrigé froidement. J'avais des parasites dans la maison. De gros rats. Je dois m'assurer qu'ils ne puissent plus jamais rentrer. Le jeune a hoché la tête, comprenant le message, et s'est mis au travail sans poser plus de questions. Le bruit de la perceuse perçant les vieilles serrures a été thérapeutique. ZZZZZZ, ZZZZZZ. J'étais en train d'effacer leur accès. Je reprenais mon territoire. Pendant qu'il travaillait, je suis entré dans la maison. Elle semblait vide, elle semblait propre. L'écho de mes pas sonnait différemment sur le bois. Il n'y avait plus cette énergie lourde. Ça sonnait comme la liberté. J'ai payé le serrurier 3500 pesos en liquide. Il m'a donné un nouveau jeu de clés, brillant, lourd. Personne n'entre ici sans ces clés, mademoiselle. Elles sont anti-crochetage et anti-bumping. Ce sont des forteresses. Merci. C'est exactement ce qu'il me faut. J'ai fermé la porte, j'ai passé les nouveaux verrous. Clac, clac, le son de la sécurité. Je suis allé à la cuisine, j'ai sorti une bouteille de mezcal artisanal que je gardais, je me suis servi un verre généreux, j'ai mis de la musique au maximum, du Miles Davis ou quelque chose du genre, de la musique que Bosco détestait parce qu'il disait que c'était de la musique d'ascenseur ennuyeuse. Et je me suis assise sur le canapé du salon dans le noir, en regardant par la fenêtre pour attendre. Il était 23h45 quand j'ai vu les phares d'une voiture balayer la façade de la maison. La voiture était une berline rouge, probablement à un ami de Bosco qui les ramenait de la fête. Elle s'est arrêtée devant la maison avec un coup de frein brusque. J'ai entendu des rires alcoolisés. La musique de reggaeton résonnait depuis la voiture, faisant vibrer les vitres de ma fenêtre. Je me suis approché de la fenêtre, caché derrière le rideau en lin, comme une tireuse d'élite. J'ai vu Bosco descendre en premier, en titubant, la cravate défaite et la veste sur l'épaule. Puis Sabina est descendue, tenant sa robe sale d'herbe par l'ourlet, en riant de quelque chose de stupide qu'il avait dit. Ils avaient l'air euphoriques, ivres d'alcool et de leur propre ego. Ils venaient probablement continuer la fête dans ma maison, consommer mon alcool et dormir dans mon lit. Puis Bosco s'est tourné vers la maison et a vu le jardin. Il s'est arrêté net, manquant presque de perdre l'équilibre. Son rire est mort sur ses lèvres. Il a montré du doigt les sacs noirs empilés comme des cadavres sur l'herbe. C'est quoi ce bordel, ai-je entendu, ces mots traînants. Sabina s'est approchée en plissant les yeux. Elle a donné un coup de pied dans un sac.
Quelque chose de dur a cogné à l'intérieur. C'est mes affaires, a-t-elle hurlé d'un coup, sa voix aiguë coupant le calme de la nuit. C'est ma valise rouge, c'est mon manteau. La panique les a frappés. Ils ont couru vers la porte principale en trébuchant. J'ai entendu le son métallique de la clé de ma mère essayant d'entrer dans la serrure, ou plutôt essayant. Là elle rentre pas, a-t-elle dit en forçant, en poussant la clé dans le métal neuf. Là elle ne rentre pas, elle est coincée. Laisse-moi voir, incapable. Bosco l'a bousculé de l'épaule et a sorti son propre trousseau. Il a mis sa clé, a tourné, poussé, tiré. Rien. La clé ne tournait pas. Putain, a-t-il crié en frappant le bois de son poing. Lara, ouvre cette porte. Ils ont commencé à sonner à la sonnette de façon insistante. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Le bruit était insupportable. Puis ils sont passés au coup. Coup de poing, coup de pied. Lara, on sait que tu es là. On a vu ton SUV. Ouvre. J'ai attendu. Je suis resté là, dans le noir, en buvant mon mezcal. J'ai attendu 5 bonnes minutes. Je voulais que la panique s'installe dans leur ventre. Je voulais que leur ivresse retombe d'un coup et que la réalité leur éclate au visage. Quand j'ai entendu ma mère commencer à sangloter en disant « Mes bijoux, mes bijoux », j'ai décidé que c'était le moment. J'ai éteint la musique avec la télécommande. Le silence est tombé sur la maison. Je me suis dirigé lentement vers la porte. Mes pas résonnaient avec autorité. J'ai fait jouer le verrou avec un claque sonore, volontairement fort. J'ai ouvert la porte, mais j'ai laissé la chaîne de sécurité en acier, de sorte que la porte ne s'ouvre qu'à une dizaine de centimètres. Leurs visages sont apparus dans la fente, éclairés par la lumière du porche. C'était une image pitoyable. Sabina avait le mascara coulé, ce qui la faisait ressembler à un raton laveur triste. Bosco avait le visage rouge de colère, une veine battant sur son front. Lara, a crié Sabina. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi nos affaires sont dehors comme des poubelles? Pourquoi la clé n'ouvre pas? J'ai pris une gorgée lente de mon mezcal. Je les ai regardés avec un calme absolu, glacé. Parce que vous n'habitez plus ici. Quoi? Bosco a essayé de passer la main par la fente pour enlever la chaîne, mais j'ai poussé la porte un peu, lui coinçant les doigts. Il a crié et a retiré sa main. Arrête tes conneries et ouvre-nous. C'est notre nuit de noces. On doit entrer. Exactement, ai-je dit en savourant chaque syllabe. C'est votre nuit. Et comme vous me l'avez dit très clairement, très publiquement, il y a quelques heures, vous ne voulez pas de rater ni d'énergie négative près de vous. Alors je vous ai rendu service. J'ai retiré toute mon énergie négative de votre présence et j'ai sorti toute votre présence de ma maison. C'est ma maison aussi, a crié Sabina, hystérique. J'ai des droits. J'ai vécu ici 1 an. Non, maman, tu n'as rien. La maison est à mon nom. Les titres sont à moi. Je paie la taxe foncière, l'électricité, l'eau et l'hypothèque. Tu étais une invitée. Une invitée qui a abusé de mon hospitalité jusqu'à la briser. Je suis ta mère, sanglotait-elle en se tenant la poitrine. Comment tu peux me faire ça? Tu me mets à la rue le soir de mon mariage. Je suis une femme âgée. Tu m'as mise dehors de ton mariage, maman. Tu m'as humiliée devant tous tes invités, devant les serveurs, devant la sécurité. Tu as laissé cet imbécile, j'ai désigné Bosco avec mon verre, me traiter de vieille fille et de rater en pleine figure. Tu m'as dit de partir. Eh bien, je suis parti et j'ai emporté ma maison avec moi. Bosco a changé de tactique. Il a compris que l'agression ne marchait pas. Il a essayé de sourire, ce sourire gras et faux de vendeur de voitures d'occasion. Oh, Elarita, calme-toi. C'était une blague, ma grande. On était stressé par la logistique. Ne le prends pas personnellement. Ouvre-nous. On rentre, on boit un verre, on rigole de ça, et demain on te rembourse le serrurier. On est une famille, non? La famille se pardonne. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai souri. Un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Bosco, tu as dit que je suis une ratée parce que je n'ai pas de mari. Tu as dit que le succès, c'est d'avoir de l'amour. Eh bien toi, tu as plein d'amour, non? Tu as ma mère. Tu as ton abondance spirituelle.
Tu n'as pas besoin du toit d'une vieille fille aigrie et matérialiste comme moi. Ton amour devrait te garder au chaud cette nuit. Laylara, s'il te plaît, supplia Sabina en tremblant de froid maintenant que l'adrénaline redescendait. On n'a nulle part où aller. On n'a pas d'argent. On a tout dépensé pour la lune de miel qu'on a réservée pour demain. Ah, vous avez une lune de miel, ai-je demandé avec une fausse surprise. Alors profitez-en. Allez à l'aéroport, parce qu'ici, l'hôtel gratuit, c'est fini. La Casa Elara est définitivement fermée. Je vais te poursuivre en justice, a menacé Bosco, revenant à la colère. Je vais te prendre la maison pour expulsion illégale. J'ai des droits de concubinage. Vas-y, je t'en prie. Essaie. J'ai tous les reçus. J'ai des preuves que c'est moi qui paie tout. J'ai les vidéos de sécurité et j'ai des témoins, des centaines, que vous m'avez mises dehors publiquement et que vous m'avez renié. Maintenant, dégagez de ma propriété avant que j'appelle la police pour leur dire qu'il y a 2 intrus agressifs qui essaient de défoncer ma porte. Et crois-moi, Bosco, avec ton passé et l'herbe que j'ai jetée dans un de ces sacs, tu ne veux pas que la police vienne. Le visage de Bosco a blêmi. Il savait pour l'herbe. Laylara, ma mère a essayé de passer la main encore une fois, doucement, pour me toucher. Ma fille, s'il te plaît, c'est moi, ta maman. Non, ai-je dit fermement en reculant. Je ne suis pas ta fille, je suis la ratée. Et devine quoi? Je me suis approché de la fente pour qu'il voie le feu dans mes yeux. Alors moi, je ne veux pas de parasites dans ma maison. J'ai refermé la porte d'un coup. J'ai mis le verrou. Clac. Si tu es encore là, s'il te plaît, aide-moi en mettant un like à la vidéo et en commentant le chiffre 1 en bas. Comme ça, je saurai que tu m'as mis un like et que tu m'accompagnes sur ce chemin. Ton soutien m'encourage énormément. Commente le chiffre 1 et écoute-moi pendant que je continue à raconter mon histoire. Je me suis appuyé contre la porte fermée, respirant difficilement. J'ai entendu les cris étouffés de l'autre côté. J'ai entendu Bosco donner un coup de pied dans un sac, en cassant encore quelque chose. J'ai entendu Sabina pleurer, mais ça ne me touchait plus. Ce n'était pas un pleur de vraie douleur, c'était un pleur de « pauvre de moi, mon plan a échoué ». Finalement, après une vingtaine de minutes d'insultes et de supplications, les cris ont cessé. J'ai entendu comment ils traînaient les sacs lourds sur le trottoir jusqu'à la voiture. J'ai entendu le coffre s'ouvrir et se fermer plusieurs fois, métal contre métal. Tout ne rentrait pas. Ils ont sûrement dû laisser des affaires ou les entasser de force sur les sièges arrière. Puis le moteur a démarré avec un rugissement agressif et les pneus ont crissé en s'éloignant. Ils sont partis. Je me suis laissé glisser jusqu'au sol en bois, le dos contre la porte, et pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré, mais pas de tristesse, pas de solitude. J'ai pleuré de soulagement. C'étaient les pleurs de quelqu'un qui enlève un sac à dos de 50 kg après une marche éternelle sous le soleil. C'étaient les pleurs de la liberté. Les jours suivants ont été un bombardement digital. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Sabina, Bosco, des numéros inconnus qui étaient sûrement les leurs. Je les ai tous bloqués. J'ai mis mon téléphone en mode « ne pas déranger » pour tout le monde, sauf mes clients. J'ai reçu des mails de ma mère, le seul canal que j'avais oublié de bloquer, avec des titres dramatiques comme « Fille ingrate, je te pardonne si tu nous ouvres, tu vas me tuer d'une crise cardiaque ». Je les ai tous supprimés sans les lire. Je n'allais pas laisser son poison rentrer de nouveau dans mon système. Une semaine plus tard, le téléphone fixe de mon bureau a sonné. C'était ma tante Célia, la sœur aînée de ma mère. Elle était à la noce, mais ça a toujours été une femme passive, du genre qui ne se mêle de rien. Laylara, sa voix sonnait prudente, comme si elle avait peur que je lui raccroche au nez. Tati, si tu m'appelles pour me dire de lui ouvrir la porte et d'être une bonne chrétienne, garde-le pour toi. Ça n'arrivera pas. Non, non, ma fille. J'ai vu ce qui s'est passé au mariage. J'ai vu comment ils ont fait venir la sécurité pour te sortir. C'était horrible. Je voulais t'appeler avant, mais ta mère me rendait dingue avec ses histoires. Quelles histoires, ai-je demandé, avec une curiosité sombre. Elle dit que tu lui as volé ses bijoux, que tu es devenue folle de jalousie parce qu'elle s'est mariée et pas toi, que tu as essayé de l'agresser au mariage et que c'est pour ça qu'ils t'ont fait sortir. Elle raconte à toute la famille que tu es une psychopathe. J'ai lâché un rire sec et amer. Bien sûr, la victime éternelle qui réécrit l'histoire à son avantage.
Et toi, tu la crois. Je connais ma sœur, et Lara. Je sais qu'elle ment et je sais que c'est toi qui as payé le mariage. J'ai vu ton nom sur les menus avant qu'ils ne les enlèvent. Où sont-ils maintenant? Je ne sais pas et je m'en fiche. Ils sont dans un motel sur la route de Cuernavaca. Un motel très bon marché, de routiers. Ils n'ont plus d'argent. Bosco, eh bien, Bosco n'est pas celui qu'il prétendait être. Sérieux? Quelle surprise incroyable, ai-je dit avec un sarcasme pur. Le magnate des cryptos n'a pas de quoi payer l'hôtel? Ah, apparemment, le business n'existe pas et la carte de crédit avec laquelle ils allaient payer la lune de miel à Cancun a été refusée à l'agence de voyage. Ils sont désespérés. Ta mère m'a demandé de lui prêter de l'argent hier en pleurant, mais mon mari m'a interdit de leur prêter. Mais tu as bien fait, Tata. Ne leur donne rien. C'est un puissant fond. 2 mois ont passé, 2 mois de paix absolue chez moi. J'ai repeint la chambre principale dans un ton lavande doux. J'ai enlevé l'odeur de patchouli en faisant nettoyer rideaux et tapis par des pros. J'ai acheté des draps neufs en coton égyptien. J'ai commencé à inviter des amis à dîner le dimanche. La maison s'est remplie de vrais rires, de musique que j'aimais, de bonnes odeurs de nourriture, pas de plaintes, ni de ronflements, ni de jugements. Puis j'ai reçu un autre appel de tante Célia. Sa voix sonnait grave. Ils ont divorcé, a-t-elle dit sans préambule. Je suis resté figé avec un plan à la main, regardant par la fenêtre de mon bureau. Quoi? Ta mère et Bosco ont duré moins de 60 jours mariés. Raconte-moi tout, ai-je demandé en sentant une satisfaction sombre, coupable mais délicieuse. Dès qu'ils ont fini l'argent du motel et qu'ils ont vu que tu ne céderais pas parce que Bosco pariait que tu craquerais au bout d'une semaine, il a changé. Il est devenu agressif, grossier. Il criait sur ta mère toute la journée. Il lui disait que c'était une vieille bonne à rien, que c'était sa faute à elle si elle avait élevé une fille aussi chienne et radine. Il exigeait qu'elle vende ses bijoux, ce qu'elle avait récupéré des sacs, pour acheter de la nourriture et des cigarettes. J'ai fermé les yeux en imaginant la scène. Ma mère, coincée dans une chambre de motel sale avec le monstre qu'elle avait choisi à la place de sa propre fille. À la fin, a continué ma tante, il a essayé de la frapper parce qu'elle n'a pas voulu lui donner sa dernière bague, celle de sa grand-mère. Les voisins du motel ont entendu les cris et ont appelé la police. Lui, il s'est enfui avant qu'ils arrivent, car apparemment il a des mandats d'arrêt pour fraude dans un autre état. Ta mère a demandé le divorce le lendemain. Ça a été fait d'office. Elle est tout maintenant, ai-je demandé. J'ai détesté cette petite partie de moi qui se souciait encore, cette partie enfantine qui voulait la sauver. Là elle vit dans une chambre sur les toits, dans le quartier Aubrera. C'est très petit. Elle a trouvé un travail dans une boulangerie, et Lara. Elle commence à 5 heures du matin pour pétrir le pain. Elle dit qu'elle a très mal aux mains à cause de l'arthrite, mais qu'elle n'a pas le choix. Un long silence s'est installé. Je pouvais entendre la respiration de ma tante. Là elle demande après toi. Et Lara, elle pleure beaucoup chaque fois qu'on parle. Elle dit qu'elle regrette, qu'elle était aveugle, que l'amour l'a rendue idiote. Elle m'a demandé si je pouvais te donner son numéro. J'ai regardé autour de moi, mon bureau rempli de lumière l'après-midi, mes projets empilés, ma tasse de café chaud, ma paix. Je me suis rappelé ma mère à genoux me demandant de l'argent. Je me suis rappelé le « raté » au mariage. Je me suis rappelé les années de manipulation. Je me suis rappelé la moitié de la photo de mon père à la poubelle. Je suis contente qu'elle ait du travail, ai-je finalement dit d'une voix ferme. Ça lui fera du bien, ça lui apprendra la valeur de l'argent et de l'effort, quelque chose qu'elle n'a jamais compris parce qu'elle a toujours vécu au crochet de quelqu'un. Mais tu ne vas pas l'appeler? Tu ne vas pas lui pardonner? C'est ta mère, ma fille. Le sang, ça compte. Non, Tata, non. Le sang n'est pas un contrat d'esclavage. Peut-être qu'un jour, dans longtemps, quand moi j'aurai guéri et qu'elle aura vraiment changé. Mais la bonne fille qu'elle connaissait, celle qui supportait tout, est morte sur le parking du mariage. La femme que je suis maintenant se respecte trop pour rouvrir cette porte. Elle a fait ses choix. Maintenant, c'est à elle de vivre avec les conséquences. J'ai raccroché. Ça fait 3 mois depuis le mariage. Ma mère est toujours à la boulangerie. On m'a dit qu'elle a pris 10 ans en si peu de temps. Bosco est toujours porté disparu, sûrement en train de chercher une autre femme vulnérable pour vider ses économies. Et moi, je suis ici, dans ma maison,
seule. Oui, techniquement je suis une vieille fille selon les standards de Bosco, mais je ne me sens pas seule. Je suis entouré de mes réussites, de ma paix, de ma dignité. J'ai découvert qu'être une femme avec sa propre maison, sa carrière, et sans parasite qui la vide, c'est la forme la plus pure et la plus douce de bonheur que j'ai connue. Parfois, perdre ta famille ou l'idée toxique que tu avais de la famille est la seule façon de te trouver toi-même. Et moi, je me suis enfin trouvé. Merci d'avoir écouté mon histoire.